Question 1. La vitesse de l'écoulement autour d'une aile A augmente sur l'extrado et diminue sur l'intrado. B diminue à la fois sur l'extrado et sur l'intrado. C diminue sur l'extrado et augmente sur l'intrado. Et D augmente sur les deux parties de l'aile. Donc pour répondre à cette question, on va utiliser une simulation avec le logiciel JavaFol. Nous avons donc ici un profil d'aile. Nous remarquons au-dessus la partie qui s'appelle l'extrado et la partie du dessous, l'intrado. On constate quoi? On constate que la partie au niveau de l'extrado, au niveau de l'écoulement du fluide, est plus rapide en vitesse. Alors comment je le sais? Bien, je regarde ici, la zone est en orange. Donc on a une vitesse qui augmente dans cette zone. Et qu'en est-il au niveau de l'intrado? Eh bien, au niveau de l'intrado, on a plutôt ici une couleur blanche, on a plutôt une vitesse qui diminue. Nous avons lors de l'écoulement de l'air autour d'une aile, on a une augmentation de la vitesse sur l'extrado et une diminution sur l'intrado. Donc, ça peut aussi s'expliquer de la manière suivante. Imaginez une course de coureurs, et puis la plupart des coureurs vont emprunter l'extrado. C'est le chemin qui est tout à fait normal selon la course. Sauf qu'il y en a un qui triche, et ce tricheur essaie de passer par un chemin le plus court, l'intrado. Qu'est-ce que vont devoir faire les coureurs de l'extrado pour maintenir la course? Eh bien, ils vont être obligés de courir plus vite. Donc voilà une petite anecdote, un petit moyen mnémotechnique pour vous rappeler que la vitesse de l'écoulement est plus importante sur l'extrado et moins important sur l'intrado. Donc ici, il s'agit de la réponse A. Question 2. Au sein d'un écoulement fluide autour d'une aile, lorsque la vitesse de cet écoulement augmente, la pression statique A augmente, B diminue, C est constante quelle que soit la vitesse, D n'augmente que si la température augmente. Alors qu'est-ce qu'on veut nous demander dans cette question? En fait, on a une aile, on a un profil d'aile, on a l'air qui circule tout autour de l'aile, c'est ce qu'on appelle l'écoulement fluide. Lorsque cette vitesse augmente, par exemple, au niveau de l'extrado, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue de la pression? Prenons le cas, par exemple, de deux feuilles de papier entre lesquelles vous allez souffler très fortement. La vitesse de l'air va donc augmenter. Et que se passe-t-il? Eh bien, vous pourrez le faire si vous le souhaitez. On constate que les deux feuilles se rapprochent. On a une pression statique, une pression ici, qui diminue. Donc lorsque l'écoulement fluide au niveau de l'extrado, lorsque cette vitesse augmente, eh bien on a une pression qui diminue. Ici la réponse est la réponse B. Question 3. L'origine de la sustentation résulte de l'apparition A d'une surpression à l'extrado et d'une dépression à l'intrado, B d'une surpression à l'intrado et d'une dépression à l'extrado, C d'une dépression à la fois à l'extrado et à l'intrado, ou d'une surpression à la fois à l'extrado et à l'intrado. Reprenons les deux réponses des questions précédentes. On sait que sur l'extrado, la vitesse augmente. On vient de répondre également à la question 2 que lorsque la vitesse d'un fluide augmente, nous avons une pression qui diminue. Donc, si je reprends l'histoire de mes feuilles, lorsque la vitesse du fluide augmente, la pression diminue, je vais appliquer cette même méthode à mon profil d'aile. J'ai une vitesse ici qui augmente, j'ai donc une pression qui diminue. A contrario, lorsque ma vitesse diminue ici, j'ai ma pression qui augmente. J'ai donc, pour créer une sustentation de l'aile, je vais donc avoir une dépression à l'extrado
et une surpression à l'intrado. Nous allons donc avoir ici pour réponse la réponse B, surpression à l'intrado et dépression à l'extrado. Question 4. La portance est A, la force générée par le moteur. B, toujours égale et de direction opposée au poids de l'avion. C, la composante de la force aérodynamique qui est perpendiculaire à la direction du vent relatif. D, la composante de la force aérodynamique qui est parallèle à la direction du vent relatif. Pour nous aider à répondre à cette question, nous allons pouvoir regarder ce schéma. Portance et traînée. Alors, il faut toujours savoir que la portance, qui est notée RZ ici sur ce schéma, sera toujours perpendiculaire au vent relatif. Et la traînée, elle, sera toujours parallèle au vent relatif. Que nous soyons en vol rectiligne, ou en montée, ou en descente. Nous aurons toujours une portance perpendiculaire au vent relatif. La réponse à cette question est donc la réponse C. Question 5. L'angle d'incidence d'un profil est l'angle formé entre A, la corde du profil, et l'horizontale, B, l'axe longitudinal de l'avion et la direction du vent relatif. C, la direction du vent relatif et l'horizontale, D, la corde du profil et la direction du vent relatif. Donc là, on parle bien de l'angle d'incidence d'un profil. L'angle d'incidence d'un profil, comme le schéma que j'ai pris sur le site L'Avionnaire, on a bien ici le vent relatif, et donc on a ici la corde de profil, et donc l'angle d'incidence, c'est bien cet angle-là, en ce qui concerne le profil. Donc on a ici comme réponse la réponse D, l'angle d'incidence d'un profil est l'angle formé entre la corde du profil et la direction du vent relatif. Question 6. À vitesse constante, si on augmente l'incidence du profil, A, la portance et la traînée augmentent, B, la traînée diminue et la portance augmente, C, la portance diminue, ou D, la portance augmente et la traînée diminue. Alors pour nous aider, on va utiliser des graphiques qui sont proposés par la DGAC. On a ici la variation du coefficient CZ en fonction de l'incidence alpha. Donc CZ, je rappelle que c'est le coefficient de portance. Donc le coefficient de portance qui est proportionnel à la portance. Donc si on étudie le coefficient de portance, et bien par conséquent on étudiera la portance elle-même. Alors qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien pour une vitesse constante, si on augmente l'incidence, nous allons avoir une augmentation du coefficient de portance, donc une augmentation de la portance jusqu'à un point critique, ici, qu'on appelle le décrochage. Donc, à vitesse constante, si on augmente l'incidence du profil, donc l'incidence ici qu'on appelle alpha, on appelle bien l'incidence du profil, on va augmenter la portance. Qu'en est-il de la traînée? Donc là, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le coefficient Cx, coefficient de traînée, qui est proportionnel à la traînée. Et donc on peut constater quoi? On peut constater que lorsque l'incidence du profil augmente, eh bien on a une traînée qui augmente. Il n'ira pas exponentiellement, mais qui augmente. Voilà. Donc on a les deux qui augmentent. Donc ici, la réponse à cette question, c'est la réponse A. Donc pas de panique si on a ce genre de questions le jour de l'examen. Pensez bien que on peut relier l'incidence du profil à la portance et à la traînée en étudiant les coefficients de portance et de traînée. Donc essayez de vous souvenir de la forme des deux courbes. Question 7. Un planeur vole en air calme à 144 km/h. Son variomètre indique 0,8 mètres par seconde. Sa finesse est de soit 50, 180, 10 ou 0,02.
Donc première chose, avant de commencer, je souligne quelque chose d'important, c'est cette notation, kilomètre h-1 ou m seconde moins 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le kilomètre point h-1, c'est ni plus ni moins la même chose que kilomètre par heure. Alors je le précise parce que c'est peut-être une écriture banale pour les lycéens, ou plus, mais pour des collégiens, ça peut être compliqué. Donc, il en va de même, m.s-1, ça veut dire mètre par seconde. Donc maintenant que ça s'est clarifié, on peut commencer. Je veux calculer la finesse. Je rappelle que la finesse, c'est la capacité à planer. On peut la calculer avec la formule distance horizontale divisée par distance verticale, ou vitesse horizontale divisée par vitesse verticale, ou portance divisée par traînée, ou encore, puisque portance proportionnelle au coefficient de portance ou traînée proportionnelle au coefficient de traînée, on peut aussi la calculer comme étant Cz sur Cx. Donc laquelle utiliser? Il faut regarder ce qu'on a comme valeur. On a la vitesse horizontale, et le variomètre, vous vous rappelez, il faut se rappeler que c'est la vitesse verticale. Donc, on a ici cette formule-là qui apparaît. Attention, avant d'utiliser la formule, il faut vérifier que les unités sont les mêmes. Et oui, en mathématiques, on ne peut pas faire un calcul si les unités ne sont pas identiques. Donc, on va essayer de convertir 144 km par heure en mètres par seconde. Alors, comment on fait? Eh bien, la petite technique, c'est lorsqu'on veut passer des kilomètres par heure en mètres par seconde, on divise par 3,6. Et puis on fait l'inverse, on multiplie par 3,6 si on veut passer des mètres par seconde en kilomètres par heure. Donc là, le résultat donne 40. Donc ici, maintenant j'ai ma vitesse horizontale et ma vitesse verticale qui sont dans la même unité. J'y vais, je calcule, je remplace sur mon brouillon les valeurs. Et donc ici, j'obtiens la valeur de 50. Si je n'ai pas de calculatrice, rappelez-vous que 40 et 8, donc 4 et 8, 4 c'est la moitié de 8. Donc il y a déjà le 5 qui arrive. Puis après, voilà, faites attention à vos zéros. Hein, et puis sachez que lorsqu'on divise par un chiffre plus petit que 1, le résultat va être supérieur à la valeur qu'on divise. Vous voyez, ici on obtient 50. Pourtant on fait une division, on se dit la division va obtenir quelque chose de plus petit. Bien non, quand on divise par un nombre plus petit que 1, on obtient quelque chose de plus grand. Donc on obtient 50, donc c'est la réponse A. Alors, on aurait pu aussi ne faire sans calcul. Si on connaît bien son graphique qui est ici, avec les différents types d'aéronefs, on sait que le planeur il est plutôt aux alentours de 40-50. 180, c'est impossible. 10, on est plutôt, ici, vous voyez, un Cessna. 0,02, bon bah, ça, on pourrait dire que c'est notre portance à nous. C'est-à-dire qu'on tombe, on plane pas. Voilà, on est très proche de 0. Donc voilà pour ce calcul. Donc faites bien attention au changement d'unité avant d'utiliser la formule, et puis à votre calcul numérique après. Question 8. La vitesse de décrochage d'un avion augmente quand la quantité de carburant dans les réservoirs diminue, B, le facteur de charge diminue, C, la masse de l'avion diminue, D, le facteur de charge augmente. Alors, déjà la vitesse de décrochage, c'est quoi? C'est la vitesse à partir du moment où on n'a plus de portance. Donc l'avion décroche. Le facteur de charge, eh bien par exemple là, le facteur de charge actuellement, je suis assise sur ma chaise, il est de 1. Je ressens une fois le poids de mon corps. Et puis quand on est dans l'avion, en fonction des mouvements, des virages, eh bien on va ressentir parfois qu'on a une sorte d'écrasement. Donc là, on va modifier ce qu'on appelle facteur de charge. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien,
La vitesse de décrochage, il faut savoir qu'elle est proportionnelle à la racine carrée du facteur de charge, que j'ai noté ici, n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma vitesse de décrochage va augmenter lorsque je vais augmenter mon facteur de charge. Que la racine soit là ou qu'elle soit pas là, voilà, retenez ça. La vitesse de décrochage augmente si mon facteur de charge augmente. Et inversement, la vitesse de décrochage diminue si mon facteur de charge diminue. Donc, vitesse de décrochage proportionnelle à la racine carrée de n, la racine carrée du facteur de charge. Donc ici, la réponse, c'est la réponse D. Le facteur de charge augmente lorsque la vitesse de décrochage d'un avion augmente. Question 9. Lors d'une ressource, le facteur de charge A augmente, B diminue et la vitesse de décrochage augmente, C reste constant, D diminue ainsi que la vitesse de décrochage. Donc, première chose à savoir, c'est que le facteur de charge, petit n, celui dont on parlait dans la question précédente, eh bien, il augmente lors des virages. Plus le virage est serré, plus on a un facteur de charge qui est important. Donc, je vous disais tout à l'heure, vol rectiligne stabilisé, facteur de charge est égal à 1. C'est comme si, là je suis dans ma chaise, facteur de charge égal à 1. Si j'ai un virage de 20 degrés, il augmente, il est de 1,06. Une inclinaison de 40 degrés, 1,31. Une inclinaison de 60, le facteur de charge est de 2, c'est-à-dire que je ressens 2 fois le poids de mon corps. Et puis là, à 80 degrés, on est à 5,76. Donc, le facteur de charge, il augmente lors des virages. Il augmente aussi lors des ressources. Alors, qu'est-ce que c'est une ressource? Eh bien, imaginez que vous piquez un peu avec votre avion, et puis d'un seul coup, vous allez tirer assez fortement sur le manche. C'est ce qu'on appelle une ressource. Voilà, ici. Et donc là, on va ressentir un facteur de charge très important, c'est-à-dire qu'on va ressentir notre corps s'écraser. Donc, lors d'une ressource, le facteur de charge, il augmente. Donc, la réponse à cette question, c'est la réponse A. Vous pourrez regarder, si vous le souhaitez, les ressources, on peut en voir dans des vidéos de voltige, par exemple. De voltige aérienne, le pilote fait une vrille, et puis après la vrille, eh bien, on fait une ressource. Donc là, on ressent un facteur de charge qui est très important. Question 10. L'allongement d'une aile, c'est quoi? Est-ce que c'est le rapport entre envergure et corde moyenne? Le rapport entre corde moyenne sur envergure? C'est fonction de l'épaisseur du profil ou c'est faible sur les planeurs? Alors, l'allongement d'une aile, c'est quoi? Eh bien, c'est le rapport, la division, si vous voulez, entre l'envergure et la corde moyenne d'une aile. Donc là, par exemple, c'est une aile qui est représentée, qui est une aile rectangulaire. Donc là, c'est très simple. L'envergure, la voici, et la corde moyenne, la voici. Ça peut pas être faible sur les planeurs, l'allongement d'une aile, c'est très grand d'ailleurs. L'épaisseur du profil, eh bien, ça va être une coupe de votre aile, et vous aurez donc l'épaisseur. Donc la réponse ici à cette question, l'allongement d'une aile, c'est le rapport entre l'envergure sur la corde moyenne. Question 11. La sortie des volets de bord de fuite provoque A. L'augmentation du coefficient de portance et du coefficient de traînée. B. L'augmentation du coefficient de portance et la diminution du coefficient de traînée. C. La diminution du coefficient de portance et la diminution du coefficient de traînée. Ou D. La diminution du coefficient de portance et l'augmentation du coefficient de traînée. Donc les volets de bord de fuite. Donc je vous rappelle qu'on a donc au niveau de l'aile un bord d'attaque et un bord de fuite. Et donc les volets que l'on peut sortir, donc généralement dans les phases de décollage et dans les phases d'atterrissage, ce sont des dispositifs hyper sustentateurs. Donc comme son nom l'indique, on a une sustentation. Donc on a de la portance. Donc on a un coefficient de portance qui augmente. Oui, mais en sortant les volets, si je peux me permettre de faire une représentation d'une aile, eh bien on va modifier
le profil de l'aile. Alors j'exagère un peu bien évidemment, mais du fait qu'on sorte le volet, le bord de fuite, ben, on va aussi avoir plus de traînée. Donc si on a plus de traînée, comme la traînée est proportionnelle au coefficient de traînée, eh bien on va avoir aussi une augmentation du coefficient de traînée. Donc la réponse à cette question, c'est l'augmentation à la fois du coefficient de portance, puisque ce sont des dispositifs hyper sustentateurs, et une augmentation de traînée du fait de la modification du profil de l'aile. Donc la réponse à cette question est la réponse A. Question 12. La position du centre de gravité d'un avion a pour effet important sur la stabilité et la maniabilité de l'avion. Un centrage arrière rend l'avion peu maniable mais stable autour d'un axe de tangage, instable autour de l'axe de lacet, instable autour de l'axe de roulis, ou encore maniable mais moins stable autour de l'axe de tangage. C'est une question très difficile. Déjà, le centrage, il faut l'assimiler au centre de gravité. Le centre de gravité, un exemple très simple, vous prenez votre règle et puis vous essayez de positionner votre doigt de sorte à ce que la règle soit en équilibre. Vous avez donc trouvé le centre de gravité de votre règle. Maintenant, effectivement, en fonction de comment on positionne les personnes dans un avion, ou les bagages, ou le carburant, il y a forcément un centrage qui peut varier. Donc, le centrage, ici par exemple sur cette image, on a donc CG, le centre de gravité, et puis on a des limites. On a la limite avant et la limite arrière. Et puis on a ce qu'on appelle le foyer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un centrage avant, il va rendre l'avion plus stable, mais moins maniable. On va augmenter la quantité de carburant et on va augmenter la vitesse de décrochage. Un centrage arrière rend l'avion plus maniable, mais moins stable. Ça diminue la conso de carburant et ça diminue la vitesse de décrochage. Donc la réponse à cette question est la réponse D. Qui est une question, je vous l'accorde, une question difficile pour un niveau BIA collège. Après, c'est des choses qui seront très importantes à aborder si vous poursuivez votre formation de pilote, puisque c'est sans cesse des questions qu'il faut se poser avant de partir avec l'avion. Vérifier si on n'est pas au-delà des limites avant et arrière du centrage. Question 13. Une question sur la montgolfière. Donc on a une montgolfière qui a une enveloppe de 10 mm3. On nous donne la masse volumique de l'air extérieur à cette enveloppe et la masse volumique de l'air chaud. Et donc la question qu'on nous pose, c'est quelle est la masse totale de la montgolfière? Donc pour commencer ce genre de questions, voilà, il faut se dire, j'évoque des masses volumiques, j'évoque des masses, j'évoque des volumes. Je vais forcément à un moment donné faire le lien avec les forces. Alors, quelles sont les forces qui s'appliquent à ce ballon? Eh bien, nous avons une première force qui est le poids. Et donc cette force, elle est verticale dirigée vers le bas. Et à contrario, une force dirigée vers le haut est toujours verticale, que j'appelle ici π, qui est la poussée d'Archimède. Donc, pour faire en sorte que le ballon se sustente, il va falloir que le poids soit inférieur ou égal à cette poussée d'Archimède. Inférieur ou égal, donc inférieur c'est très bien, ça veut dire que le poids il est inférieur strictement à la poussée d'Archimède, donc il y a une résultante des forces qui permet la sustentation. Par contre, si on a une égalité, forcément on va avoir un équilibre des forces et donc l'élément va être statique. Mais quoi qu'il en soit, on peut partir là-dessus. Alors pour les collégiens, j'ai pas du tout fait de représentation des forces sur des axes et des projections. Là, on va vraiment travailler plutôt que sur les valeurs. Donc le poids. Le poids de la montgolfière, c'est quoi? C'est le poids donc de la montgolfière, c'est-à-dire la nacelle et l'enveloppe, plus le poids de l'air chaud que l'on va mettre à l'intérieur. Et donc tout ça, il faut que ce soit inférieur ou égal à la poussée d'Archimède. Concentrons-nous d'abord peut-être sur le poids de l'air chaud.
Alors, comment on calcule un poids? C'est une formule que vous devez connaître pour le BIA, mais que vous devez connaître déjà de votre cours de physique. C'est la relation M fois G. Donc ici, je vais mettre un petit indice, puisqu'il y aura pas mal de notions de masse, donc un indice AC pour air chaud, et donc multiplié par l'accélération de la pesanteur qu'on prendra égale à 10. Déjà, ça permettra de simplifier les calculs. C'est une valeur qui est approchée, mais voilà, qui est beaucoup plus simple pour ce genre d'exercice. La masse. La masse, je peux la calculer, vous le savez aussi, de par votre cours de physique. On sait que c'est la masse volumique. Donc là, j'indique encore masse volumique de l'air chaud, fois le volume, fois l'accélération de la pesanteur. Je remplace par mes valeurs. J'ai donc ici 1,100 multiplié par 10 000 multiplié par 10. Et donc j'obtiens au final 110 000 newtons, puisque c'est un poids. Donc voilà pour le poids de l'air chaud. Qu'en est-il de la poussée d'Archimède? Donc la poussée d'Archimède, par définition, c'est le poids du volume de fluide déplacé. Quel est le fluide déplacé? C'est l'air extérieur. Donc essayons de calculer cette poussée d'Archimède qui finalement ressemble très vaguement à la formule du poids de l'air chaud, sauf que ce n'est pas la même masse. Ici, on va considérer la masse de l'air, non pas de l'air chaud dans l'enveloppe, mais de l'air froid, de l'air moins chaud si vous voulez, extérieur. Donc masse de l'air extérieur fois l'accélération de la pesanteur. Là aussi, j'utilise la masse volumique, donc la masse volumique de l'air chaud, de l'air extérieur, pardon, multiplié par le volume, multiplié par G. Donc si je remplace par les valeurs, ça nous donne 1,225 multiplié par 10 000 multiplié par 10, ce qui nous donne 122 500 newtons. Voilà, donc on a l'inégalité de départ qui nous donnait ceci. On va regarder ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas. Donc on connaît le poids de l'air chaud, on connaît la poussée d'Archimède. Il nous reste donc à connaître le poids, ici, de la montgolfière. Donc allons-y, le poids de la montgolfière. Donc pour obtenir cette valeur, pour le poids de la montgolfière, on va résoudre l'inéquation que l'on vient d'écrire. Alors, poids de la montgolfière, comment je résous? Eh bien, je veux passer ce paquet-là, si vous voulez, de l'autre côté. Donc comme on a un signe positif, il devient, quand je le passe de l'autre côté, il devient négatif. Donc on a poussée d'Archimède moins poids de l'air chaud. Donc ce qui nous donne poids de la montgolfière est égal à 122 500 moins 110 000, ce qui nous donne 12 500 newtons. Donc le poids de la montgolfière, il est de 12 500 newtons. Donc le poids de la montgolfière, en fait, c'est la nacelle et l'enveloppe vide. Mais vous allez me dire, c'est des newtons. On n'a pas de masse là. Oui, mais on sait quoi? On sait que le poids de la montgolfière, c'est la masse de la montgolfière fois G. Alors là, le problème, c'est que je veux cette valeur-là. Alors, soit vous êtes au lycée, donc il n'y a pas de souci pour l'utilisation des équations, soit on est au collège et on a des petites difficultés pour savoir comment passer d'un membre à l'autre, c'est tout à fait normal, hein. On va utiliser donc le triangle mathématique. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais donc le triangle mathématique pour cette formule, c'est P et M fois G. Alors comment ça se passe? Je cache le M, hop, parce que c'est ce qu'on veut. Et il me reste donc P trait G. Alors, P trait G. M est égal à P divisé par G. Et donc là, il suffit de remplacer.
12 500 divisé par 10. Hop, j'enlève mon 0 et il me reste 1250 kg. Et donc, au bout du compte, on arrive à la réponse A. C'était une question très difficile parce qu'il y a plein de notions à utiliser. Il faut se souvenir des forces, de la poussée d'Archimède, ce que ça signifie. Ou alors on est très calé en montgolfière et on sait que globalement, une montgolfière, c'est de l'ordre de 1250 kg. Bon. On pouvait éventuellement s'affranchir des réponses B et C, parce que ça paraît vraiment très très énorme. Énorme, vraiment. Et donc, voilà. Donc il faut, soit on y va à tâtons, soit on essaie avec les forces. Question 14. Pendant un vol en montée rectiligne à vitesse constante, A. La portance équilibre le poids. B. La portance est supérieure au poids. C. La portance est inférieure au poids. D. Le facteur de charge est supérieur à 1. Donc la portance équilibre le poids lorsqu'on est en vol rectiligne, mais en rectiligne sans monter, sans descendre. Ici, lorsqu'on est en vol rectiligne stabilisé, le poids va être décomposé en un poids apparent et une composante supplémentaire sur l'axe longitudinal, qui est ici. Alors pour pouvoir comparer la portance et le poids, il faut comparer la portance et le poids réel, et non plus le poids apparent, qui est sur le même axe que la portance. Alors je sais que c'est très compliqué pour les collégiens, cette décomposition de vecteurs, mais sachez que lorsqu'on est en montée rectiligne, la portance est inférieure au poids. Voilà. Ici, c'est la réponse C. Question 15. Un ULM pendulaire est piloté A. En roulis et tangage par traction des suspentes. B. En roulis seulement par déplacement du centre de gravité. C. En tangage seulement avec déplacement du centre de gravité. Et en roulis et tangage par déplacement du centre de gravité. Vous avez ici une schématisation qui est très bien faite de l'ULM pendulaire. Et donc il y a deux axes de travail, l'axe de roulis et l'axe de tangage. Et donc pour pouvoir accéder à ces manipulations selon ces deux axes, eh bien, on va utiliser un déplacement du centre de gravité. Donc la réponse à cette question est la réponse D. Question 16. En virage en palier, le facteur de charge augmente avec A. L'altitude, B. L'inclinaison, C. La masse de l'avion et D. La vitesse. On peut constater, on l'a déjà vu ce schéma, que lorsque l'inclinaison augmente, eh bien mon facteur de charge augmente. Donc ça, c'est très important. Et donc on a ici la réponse B. Lorsque je suis en virage, mon facteur de charge augmente avec mon inclinaison. Retenez quand même des valeurs qui sont pas anodines. 1 lorsque l'inclinaison est à 0 degré, 1,31 lorsque c'est à 40, et surtout, ça cette question-là est régulièrement posée, inclinaison à 60, j'ai un facteur de charge de 2, c'est-à-dire que je ressens 2 fois le poids de mon corps. Voilà. Question 17. En montée, un avion subit un vent arrière, qui aura pour conséquence A. Une augmentation du taux de montée, une diminution de la pente sol, une augmentation de la pente sol, une réduction du temps de montée. C'est une question, là encore, qui est difficile pour un élève de BIA de collège qui n'a pas encore commencé sa formation vraiment de pilotage. Retenez deux choses, vent de face, meilleure pente sol. C'est-à-dire qu'on va monter beaucoup mieux par rapport au sol. Vent arrière, pente sol moins importante. Donc ici, la réponse à cette question, on a du vent arrière et donc on va avoir une diminution de la pente sol. Question 18. Le but principal des spoilers est de diminuer A. La traînée, B. La vitesse d'atterrissage, C. La portance de l'aile, D. La portance et la traînée. Les spoilers sont là pour spoiler. Ils sont donc là pour casser quelque chose, ils sont là pour casser la portance de l'aile, entre guillemets, bien évidemment. Donc la réponse à cette question est la réponse C. Donc, je vous ai mis une petite image pour vous montrer à quoi ressemblent les spoilers.
Question 19. Sur un hélicoptère, le vrillage d'une pale a pour but de tendre à A. Augmenter la portance de la pale. B. Uniformiser la portance sur toute la longueur de la pale. C. Diminuer la traînée. Et D. Déplacer le centre de gravité de la pale. Alors, c'est une question difficile également puisque la plupart des élèves qui suivent le BIA ou qui suivent une formation de pilote travaillent plutôt avec les avions. Donc, il peut y avoir des questions sur les ULM ou sur les hélicoptères. Sachez qu'au niveau du pied de la pale, on a une vitesse qui est faible. Donc, on va essayer d'augmenter le coefficient de portance, CZ. A contrario, quand on est au bout de la pale, on a une vitesse qui est importante. Donc, on va essayer de diminuer le coefficient de portance. Donc, on va essayer d'équilibrer. Le but, en fait, c'est comme on a des vitesses qui sont différentes entre le bout de la pale et le pied de la pale, eh bien, on va essayer d'uniformiser la portance sur toute la longueur. Comme le montre un peu cette image, au point A ici, au point B ici et au point C ici, au bout de la pale. Donc l'objectif du vrillage, c'est ça, c'est d'uniformiser la portance. Il s'agit de la réponse B. Question 20. La base de lancement spatial de Kourou est située proche de l'équateur pour profiter A. D'une plus grande vitesse de rotation de la Terre, B. D'un climat tempéré, C. D'une pression atmosphérique faible, D. D'un espace aérien réservé à cet usage. Eh bien, pourquoi à Kourou par rapport à l'équateur? Eh bien, par rapport à la vitesse de rotation de la Terre qui va être plus importante au niveau de l'équateur. Cette représentation est très bien faite puisqu'on peut constater qu'on est aux alentours de 1600 km/h au niveau de l'équateur, et puis si on monte, on va avoir des vitesses qui sont moins importantes. Donc voilà, on veut limiter le carburant, on veut une propulsion plus importante, et bien autant utiliser ce qu'on nous donne, ce que la Terre nous donne, ce qu'elle nous offre, à savoir une vitesse de rotation. Donc la réponse à cette question est la réponse A. Et nous avons terminé les questions pour ce sujet 2018, où il y avait des questions un petit peu complexes. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin. Et puis au prochain sujet. Bon courage à vous.